Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine d'information Soulaba Palabre. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous qui sera consacré à la question de la réconciliation nationale annoncée récemment par le nouveau pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous avons quatre invités, tous ivoiriens et qui ont accepté de participer à ce débat. Il s'agit de M. Bougui Dream Gatien, il est président du Congrès pour la Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Et de M. Philippe Azani qui va rejoindre la deuxième partie de cette émission. De M. Alexis Foy qui est sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Et enfin de M. Jean Bédel Titi qui est spécialiste en études et exécution des projets en Afrique qui va nous rejoindre justement à la deuxième partie de cette émission. Ainsi, pour commencer donc, la première partie de cette émission, nous allons parler de la prise du pouvoir de M. Laurent Gbagbo pour rappeler en tout cas aux Africains et aux Ivoiriens d'abord, comment Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000. Messieurs, bonjour pour la deuxième fois. Je récapitule en disant que la première partie de cette émission sera consacrée justement à la prise de pouvoir de Laurent Gbagbo et de la manière dont la Côte d'Ivoire évolue aujourd'hui. Lorsque nous devons nous rappeler en 2000, Laurent Gbagbo prend le pouvoir suite à une élection qui a été contestée, bien sûr, et qui a suivi aussi par des émeutes en Côte d'Ivoire, avec des assassinats notamment du général Gué, qui a été assassiné à l'époque. La Côte d'Ivoire a sombré dans les ténèbres, en quelque sorte. Alors, vous qui êtes actuellement, pour vous présenter, en proie à la formation d'un nouveau parti politique, comment avez-vous vécu cette période de Laurent Gbagbo en 2000 ? Je me présente encore, je suis Bougui Dream Gatien, je suis le président du Congrès démocratique ivoirien. Gbagbo Laurent est venu au pouvoir en 2000, à la suite des élections. Et 2 ans après, nous avons assisté à une tentative du coup d'État. Pour nous disons que la prise du pouvoir doit se faire à travers les élections, de façon démocratique. Et c'est ce qu'il a fait. Il y avait des élections après le départ de Bédié. Oui. Et Gbagbo prend le pouvoir quand même. J'insiste sur le fait qu'il y a eu des troubles lors des prises de pouvoir de Laurent Gbagbo. Oui, mais il y a eu des élections qui ont été... Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire et c'est à la suite des élections que le président Gbagbo a pris le pouvoir. Bien sûr. Mais n'empêche qu'il y a eu des troubles par la suite. Oui, il y a eu des troubles par la suite, des événements malheureux. Et qui ont sombré la Côte d'Ivoire dans la guerre. Je veux dire qui, après quelques années, a plongé la Côte d'Ivoire dans des difficultés. Après quelques années, parce que ça a suivi tout de suite, vers 2001-2002, il y a eu déjà des conflits en Côte d'Ivoire. Oui, les conflits étaient déjà latents. Les conflits ethniques déjà. Les conflits ethniques étaient déjà latents. Et depuis, après, disons que après la mort du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, les conflits ethniques étaient déjà latents. Et ça s'est développé avec la prise du pouvoir du président Gbagbo. Oui. Et cette prise du pouvoir, comment vous l'avez considéré? Parce que moi, mon problème, c'est de savoir pourquoi la Côte d'Ivoire a sombré dans ce chaos et comment... il faut reconnaître aussi que Laurent Gbagbo, à l'époque, avait initié le projet de la réconciliation nationale. Oui, il faut dire réellement... à la caravane de la paix, tout ça. Oui, et il faut dire réellement que le problème de la Côte d'Ivoire est né d'un seul mot, l'ivoirité. Et c'est à partir de l'ivoirité que tout a déclenché. Mais ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a donc conçu l'ivoirité. L'ivoirité, c'est le qu'on a dit, on le sait. Bien sûr. Mais est-ce que l'ivoirité était une mauvaise politique, une mauvaise idée, un mauvais concept? Bon, je disais à beaucoup de mes concitoyens que l'ivoirité, la Côte d'Ivoire est un pays multi-ethnique. Et donc, nous avons considéré le problème migratoire qui était aussi un problème important en Côte d'Ivoire. Et l'ivoirité pouvait, pour ma part, devait être un problème culturel, au lieu d'être un problème politique. Et on avait déplacé le problème culturel sur un problème politique. Et c'est à partir de là que nous avons assisté aux différentes crises. Alors, Alexis Foy, là,
on a parlé un peu de l'ivoirité, hein. C'est un thème qu'on va développer plus tard dans différentes émissions en tout cas, parce que c'est un sujet qui a bouleversé quand même la société ivoirienne. Alors Alexis Foy, j'aimerais revoir avec vous, grosso modo, la question de ce conflit en Côte d'Ivoire, que vous nous disiez, parce que bon, la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui, quoique on n'ait pas encore amorcé l'entièreté du sujet, du point de vue juridique, comment vous analysez cette question de conflit en Côte d'Ivoire? Est-ce que aujourd'hui que Laurent Gbagbo est au nord, incarcéré justement par le pouvoir en place, est-ce que c'est légitime que Laurent Gbagbo, en tout cas, soit conduit à la Cour pénale internationale pour répondre des accusations qui sont portées à son égard? Bien, à ce niveau, je crois qu'il faut établir le contexte dans lequel cela s'est passé. Le contexte de trouble, oui, de trouble, après voilà. les élections. Donc, si nous considérons que c'est dans un contexte de guerre, de conflit, que Laurent Gbagbo a été appréhendé et voilà, détenu, là, nous dirons que quelque part, il n'y avait pas une loi spéciale dans ce contexte-là. Donc, dans un cadre de guerre, il a été appréhendé. On peut le mettre au rang de prisonnier de guerre dans ce cas. Donc, quelque part, les lois en Côte d'Ivoire ne pouvaient pas s'appliquer immédiatement. Toute la procédure relative... Sur le point de vue international, oui, quand même, du point de vue international... Il a commis des atrocités, enfin, oui, il a fait tuer des gens, il a fait tuer des civils innocents par sa résistance à quitter le pouvoir. Oui, quoi qu'il en soit, dans ce contexte de conflit, évidemment, il y aura des crimes commis, donc le crime de sang, et qui peut s'avérer être un crime contre l'humanité et aussi des crimes de guerre. Alors, oui. moi, je reprends la question. Est-ce que Laurent Gbagbo devrait comparaître devant les juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale? Oui, pour la Côte d'Ivoire, bon, certains croyaient qu'il ne pouvait pas. Ou la crise, ou le problème devait être réglé entre les Ivoiriens. Oui, je crois. Dans les juridictions ivoiriennes. Au niveau de la Cour pénale internationale, il faut dire que certains croyaient qu'il ne pouvait pas être traduit devant cette cour-là. Ou du moins, il pouvait pas être, des enquêtes ne pouvaient pas être menées. Mais il faut reconnaître que bien que la Côte d'Ivoire n'ait pas ratifié les textes de la Cour pénale internationale, il faut reconnaître que nous étions signataires depuis 1998, depuis le 30 novembre. Et il y a l'article 123, alinéa 3 des textes de la Cour pénale internationale qui stipule que même lorsqu'un pays n'a pas ratifié les textes, les autorités du pays peuvent demander à la Cour d'intervenir lorsqu'il y a eu un crime de ce type, un crime contre l'humanité. Lorsque vous dites un crime de ce type, c'est-à-dire que Laurent Gbagbo a été considéré aujourd'hui comme un criminel. Il a commis des atrocités. Bien, là, et vous, en tant qu'Ivoirien, oui, vous auriez souhaité effectivement que Laurent Gbagbo soit transféré à La Haye. Bien, nous disons qu'il faut plutôt voir votre point de vue. Le côté votre point de vue. Légal de votre point de vue. Oui, le point de vue est d'intellectuel ivoirien. Oui, effectivement, c'est que il y a eu des crimes commis, crimes de sang, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Il va falloir que la justice intervienne. Mais de part en part, il y a eu des crimes. Hein. Bien, à ce niveau, oui. Le camp Ouattara aussi aurait commis aussi des atrocités avant d'arriver à Abidjan. Oui, effectivement. Mais là, le procureur de la Cour pénale internationale est présentement en Côte d'Ivoire. Et donc, le personnel est en train de mener les enquêtes qu'il faut, les enquêtes appropriées. Et à partir de là, ils établiront les responsabilités. D'accord. Alors maintenant, pour voir un peu la situation du FPI, hein, on a une vidéo justement qui va être balancée. Mais j'aurais bien voulu que l'on sache, en tout cas, que ces troubles qui ont entraîné comme conséquence la question de la réconciliation nationale, c'est une conséquence quand même positive. Lorsqu'un chef de l'État annonce la réconciliation, l'idée de la réconciliation nationale, Monsieur le Président de ce parti, je vous appelle le Président. Oui, évidemment, du Congrès démocratique ivoirien. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes confiant dans cette idée-là? Oui, il faut dire une chose, hein. Il faut avoir confiance aux Ivoiriens. Et donc, il faut avoir confiance au Président de la République, M. Alassane Ouattara. Mais en même temps aussi, il faut reconnaître que si on parle de réconciliation,
on parle du pardon. Je pardonne à mon frère, je pardonne à ma sœur, et on revient ensemble pour vivre ensemble. Et donc, il faut que le président de la République aussi, de ce niveau, pour qu'il y ait la vraie réconciliation, donne vraiment un signal très fort. Et nous pensons que le président ferait mieux de ramener les Ivoiriens ensemble. Oui, c'est ce qu'il est en train d'initier. Oui. Et en même Laurent temps, Gbagbo l'a fait, hein. Laurent Gbagbo l'a fait, mais n'empêche que finalement, à l'issue des élections, les Ivoiriens se sont encore entre-déchirés, là. oui, mais... À quoi servent alors les différentes réconciliations, finalement? Oui, je pense que pour cette fois-ci, nous allons voir de vraies réconciliations. Puisqu'aujourd'hui, pour qu'il y ait vraie réconciliation, il faut que, alors, le président Ouattara fasse, alors, des efforts. D'accord. Et à ce niveau-là, je dis bien qu'il faut que le président de la République essaie quand même de libérer le président Gbagbo pour que, en fait, de chaque côté, il y ait la paix. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le président Gbagbo a eu près de 46% des électeurs. Hein. Le président Ouattara a eu près de 54%. Donc il faut voir là que le président Gbagbo a une population derrière lui également. Donc ce que nous disons, pour que la Côte d'Ivoire devienne une Côte d'Ivoire fraternelle, il faut que nous fassions des efforts. Il faut que le président actuel fasse des efforts, afin qu'il ramène tous les frères, toutes les sœurs ensemble. Là, vous parlez en tant que politicien, en tant que citoyen ivoirien. Bon, En tant que leader d'un parti politique. Là, le point de vue que je donne actuellement, je parle en tant qu'un citoyen ivoirien. D'accord, en tant que citoyen ivoirien. Mais maintenant, en tant que leader d'un parti politique, est-ce que vous êtes plus proche de qui? De Laurent Gbagbo ou d'Alassane Ouattara? Non, je suis proche des Ivoiriens. Non, vous avez pris position en tant que leader d'un parti politique. Vous êtes à la conquête du pouvoir, n'est-ce pas? Ça, c'est le rôle principal d'un parti politique. Oui. Mais dans votre conquête du pouvoir, vous vous sentez beaucoup plus proche de qui? À qui pourriez-vous faire alliance un jour? Ouais. S'il faut alliance. Non, cela n'est pas encore décidé. Moi, je ne suis pas sur le plateau. Je suis le représentant. Et il faut décider avec... Vous êtes représentant de? Je suis le président, Oui, de mais votre je ne prends pas de décision actuelle. Moi, si je ne peux pas prendre une décision, et lorsque le temps viendra, le groupe va décider. D'accord. Alors, mais pour l'heure, il faut dire que, les Ivoiriens doivent venir au premier plan et nous devons construire la Côte d'Ivoire. Je pense que dans la paix et la fraternité. D'accord. Alors, dans le suite de cette émission, nous aurons pu voir justement, nous allons voir justement la vidéo du secrétaire général du FPI qui se lamente de situations justement dans lesquelles le FPI se trouve aujourd'hui, et il a même lancé des appels. Il a lancé des appels justement aux Ivoiriens et aux pro-Gbagbo justement de se retrouver, de se réconcilier avec l'appel, la main tendue du président Ouattara. Mais ma question, c'est la fois maintenant. Pensez-vous que le FPI, aujourd'hui, est orphelin? Parce que Laurent Gbagbo est en prison, monsieur. Bien, dit que le FPI est orphelin, ce serait un peu trop dit, parce que au FPI, quand même, il y a de grandes personnalités, il y a de grands politiciens. Donc, le parti ne pourrait pas évoluer autour d'une seule personne. C'est vrai que monsieur le président Laurent Gbagbo est le fondateur du parti, mais il y a d'autres membres influents, beaucoup d'intellectuels qui peuvent prendre la relève au cas où ils ne devaient plus contribuer à la vie du parti. Merci, merci en tout cas Alexis Foy, parce que là nous allons justement passer à la deuxième partie de cette émission pour permettre à ce que les autres invités viennent nous rejoindre sur ce plateau et pour annoncer justement la couleur pour cette deuxième partie de l'émission, nous allons voir justement un élément du président Ouattara qui est allé justement au Ghana. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a effectué une visite de 24 heures à son pays frère, le Ghana, où plusieurs milliers d'Ivoiriens exilés ont trouvé refuge. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont examiné la situation des exilés ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara a donc appelé ses compatriotes ivoiriens à retourner en Côte d'Ivoire. Je sais que par peur, par insécurité,
Beaucoup sont venus ici, quasiment sans rien, ont fui, ou se sont fait organiser leur départ. Et l'exil, c'est difficile. Je connais les souffrances que vous vivez. Et c'est pour cela que je suis venu vous dire, chers compatriotes, rentrez au pays. Rentrez au pays. M. Ouattara a demandé au gouvernement ghanéen de la mise en œuvre d'une commission rogatoire et des mandats d'arrêt des présumés coupables d'infractions commises à la suite de la crise post-électorale. Le président Ouattara a demandé, dans cet esprit, la mise en œuvre complète des commissions rogatoires et des mandats d'arrêt émis contre les présumés coupables d'infractions commises à la suite de la crise post-électorale. La partie ghanéenne a accepté d'examiner la dite question après avoir consulté les autorités ghanéennes compétentes. Une signature tripartite entre l'État ghanéen, l'État ivoirien et le Haut Commissariat des réfugiés relatif au rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens a été faite. Pendant sa visite, le président Alassane Dramane Ouattara a rendu hommage au premier président de la République ghanéenne où il a déposé une gerbe de fleurs au mausolée à sa mémoire. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Au cours de cette deuxième partie, nous avons reçu sur ce plateau M. Philippe Azani. Vous êtes membre du RHDP, proche du RHDP, et vous êtes également expert en stratégie politique. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous allons justement continuer avec vous à cette deuxième partie de l'émission sur cette même lancée, c'est-à-dire la question de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que vous y croyez d'abord en tant que citoyen ivoirien? Vous y croyez ce message de Ouattara, est-ce que vous y croyez? Je crois parce que connaissant les Ivoiriens, nous sommes un peuple paisible, un peuple d'accueil. Et vu ces qualités-là, je crois à la réconciliation. Et nous sommes fatigués un peu des différentes crises. Il faut dire que depuis 1993, à la suite du décès du premier président de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a connu des crises répétées et nous savons que la population ivoirienne est beaucoup fatiguée de ces différentes crises. Nous voulons évoluer. Alors aujourd'hui, tout le monde est prêt à faire la paix, mais il faut des préalables, il faut des conditions et il faut certaines régularités pour que tout le monde arrive à accepter la réconciliation et qu'on fasse des crises du passé, qu'on ne demeure pas dans ces crises perpétuelles. D'accord. Avant de continuer votre lancée sur l'acceptation de cette réconciliation, mais auparavant, il y a eu des troubles en Côte d'Ivoire. À qui profiterait en tout cas à cette époque, cette turbulence-là? Bon, moi je veux tout de suite dire que c'est tout le monde ne joue pas franc jeu. Parce que c'est des batailles politiques. Tout le monde, c'est-à-dire tous les camps politiques. Les camps politiques, voilà, en Côte d'Ivoire ne jouent pas franc jeu. Le camp Ouattara, le camp Babo, voilà. Le camp de Bédié, voilà. Le camp de Guillaume Sora avec ses milices. Justement, tous ces leaders politiques que je respecte et j'admire, ils ne jouent pas franc jeu. Tout le monde veut courir au pouvoir par tous les moyens. Je prends le cas du RDR, je suis proche de ce parti. Il faut dire que le RDR a longtemps demeuré dans l'opposition. Le RDR a connu beaucoup de difficultés, de problèmes. Et aujourd'hui, le RDR est arrivé au pouvoir sans, justement, sans avoir connu réellement un passage, je veux dire, de paix. Le président Bédié était au pouvoir, il a lancé l'ivoirité. Le président Alassane Ouattara a été défendu de se présenter aux élections présidentielles pendant plusieurs périodes pour des raisons qu'on ne sait point. Aujourd'hui, ce qu'on aurait pu éviter depuis en acceptant la candidature du président Alassane Ouattara, aujourd'hui on l'a accepté, il est président de la République. Alors, toutes ces crises-là, nous avons connues par manque de lucidité, par manque de discernement de la part de nos autorités qui étaient alors là. Aujourd'hui, le président Henri Konan Bédié s'est réconcilié au président Alassane Ouattara. C'est une bonne chose. Mais le troisième larron, c'est-à-dire M. Bédié, M. Laurent Gbagbo, avec tous ceux qui le suivent,
aujourd'hui sont rejetés. Je veux dire que pour aller réellement à une réconciliation, il faudrait que ceux-là soient admis. C'est-à-dire que ce sont des signaux forts qui doivent d'abord lancer pour justement signaler, montrer de bonne volonté. Et moi, je propose, moi, quand je dis moi, je propose que le président Ouattara fasse une amnistie qui permettra de façon... une amnistie générale quoi? Oui, générale, oui, pour que les vrais se pardonnent. Amnistier tous les criminels... Oui, et qu'on revienne, disons, de façon locale, pour que les Ivoiriens sachent que vraiment le président Ouattara a fait des efforts. Là, vous prenez en quelque sorte l'impunité non, pas forcément. Non, pas forcément l'impunité, mais l'amnistie va permettre, va apaiser les cœurs des Ivoiriens, et va aussi démontrer combien de fois le président Ouattara participe à la réconciliation. D'accord. Moi, je ne suis pour pas démontrer, oui, vous n'êtes pas d'accord rapidement parce qu'on va prendre un intervenant qui est au téléphone. D'accord, je ne suis pas d'accord parce que dans toute crise, il faut établir les responsabilités. Et je voudrais qu'en Côte d'Ivoire, qu'on crée un bureau ou un comité juridique indépendant pour établir toutes les responsabilités. Que ce soit du côté de Ouattara, que ce soit du côté de Laurent Gbagbo, qu'on établisse les responsabilités, qu'on fasse un bilan au peuple ivoirien. Combien de morts, effectivement? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a perdu? Qui ont été les commanditaires? Voilà, quels sont les commanditaires? Et qu'on fasse un comité juridique indépendant, qui n'est pas sous l'influence de qui que ce soit. D'accord. Pour que, lorsque nous allons présenter notre dossier au tribunal international pénal, que certaines personnes ne soient pas mises à part. D'accord. Là, ça va faire un problème de réconciliation. Merci. Nous allons prendre justement Mme Eroska, qui nous appelle au téléphone et qui suit cette émission et qui va aussi donner son point de vue sur cette question de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Voilà, madame, vous êtes en train de suivre justement cette émission en direct. Oui. Comme vous avez entendu vos compatriotes s'exprimer sur ce plateau, quelle est votre position justement à cette question de la réconciliation nationale prônée par le président Ouattara? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez d'abord à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Enfin, quand vous demandez si j'y crois, je dirais que la chrétienne que je suis, j'ai décidé de croire en Jésus sans l'avoir vu. Mais dans le cas actuel, on n'est pas à l'église pour croire dans le vide. On est dans une situation contemporaine et je pense qu'il faut évaluer la situation avec les éléments qui s'offrent à nous. Madame, je reprends ma question. Vous reconnaissez qu'il y avait eu des crimes en Côte d'Ivoire? Oui, justement. Bon, alors, est-ce que aujourd'hui le président qui est là en place prône la réconciliation par rapport à tous les crimes qui ont été commis dans le pays et qu'ils disent aujourd'hui, réconcilions-nous? Vous croyez à ça? Rien. Écoute, on ne parle pas, monsieur, on parle de réconciliation lorsqu'il y a conflit. Mais il y a eu conflit en Côte d'Ivoire. S'il y a conflit, c'est qu'il y a eu une cause de conflit. Voilà. Et s'il y a cause, il y a conflit, c'est qu'il y a des entités dans ce conflit en question. Alors, quand on veut aller à une réconciliation, qui est déjà une bonne chose a priori, je pense qu'il est question de réunir les entités du conflit. D'abord, de trouver les causes de ce conflit, et quelles que soient les causes, disons, un coup d'État ou une rébellion ou une guerre n'est pas forcément le choix, quelles que soient les causes. Il y a plusieurs choix qui pouvaient souffrir. Mais dès l'instant où c'est le choix de la guerre ou d'une rébellion qui a été faite, et on est arrivé là où on est arrivé, on parle de réconciliation, alors il faut réunir les conditions de cette réconciliation en question. C'est-à-dire quoi? Il faut réunir toutes les entités et puis chercher à mettre sur pied les modalités, les conditions de la réconciliation. D'accord. Quand M. Ouattara, est positionné non seulement comme une entité du conflit, mais aussi positionné comme le juge. Imaginez-vous que c'est votre ennemi qui doit être le juge, qui prend des décisions dans ce cas, où est-ce que lui-même il se place dans ce conflit en question?
Dès l'instant où ceux qui ont pris les armes, en 2002, on dit qu'ils ont pris les armes pour placer M. Ouattara au pouvoir. Une fois M. Ouattara au pouvoir, vous le voyez en train de condamner ceux qui ont pris les armes? Non. Et on n'est pas encore allé à la réconciliation. Déjà, on a condamné une des entités qui est M. Gbagbo. Il est en prison, son équipe est en prison. On circule pour pouvoir l'amener au TPI. Mais dans le même temps, on parle de réconciliation. Moi, j'appelle ça une réconciliation canon à la guerre. Et le peuple est toujours maltraité, traqué, tué, assassiné par les éléments de M. Ouattara. D'accord. Il n'arrive pas à désarmer les éléments, il parle de réconciliation. Madame, vous auriez souhaité que la réconciliation passe d'abord par la libération de M. Gbagbo? Évidemment, parce que, d'abord, je me demande pourquoi on conserve M. Gbagbo en prison. C'est pourquoi chaque Ivoirien censé sait que les conditions, disons, la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire est telle que les militants, assez de militants ne jugent qu'au nom de leur leader. Qu'on aime un leader ou non, qu'il soit compétent ou non, qu'il soit bon gouvernant ou non, mais la situation qui vient de se produire dans notre pays depuis 1999, il faut dire que chaque leader a quand même sa représentation et il faut en tenir compte. Personne ne peut songer à une réconciliation en Côte d'Ivoire quand Gbagbo est en prison. Même dans une science-fiction, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, madame. Mais maintenant, il faut être réaliste. Nous sommes dans un contexte contemporain. D'accord, madame, dans un contexte contemporain. J'aimerais savoir aussi, de quelle manière pensez-vous que la paix, la véritable réconciliation puisse revenir entre Ouattara et le peuple ivoirien? Sur quel principe? Au niveau de la paix durable. Je ne pense pas que le peuple ivoirien avait un problème avec M. Ouattara. C'est M. Ouattara qui a un problème avec le peuple ivoirien. C'est M. Ouattara qui a entretenu les rebelles. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, parce que moi, je n'étais pas dans la rébellion, donc je ne pouvais pas deviner qui les a entretenus, mais c'est leurs propres propos. Alors, dès l'instant, c'est M. Ouattara qui les a entretenus jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir. Donc, c'est M. Ouattara et son équipe qui ont un problème avec le peuple ivoirien. Aujourd'hui, moi, je pense que le peuple ivoirien doit plutôt demander à M. Ouattara et à son équipe si ils ont atteint leur objectif et qu'ils peuvent redonner au peuple ivoirien sa quiétude. Parce que le peuple ivoirien ne sait que vivre en paix de toutes les façons. Merci beaucoup, madame, de votre intervention. En tout cas, vos compatriotes vont réagir à votre intervention en 1 minute, rapidement, parce qu'on va libérer, on va prendre un autre intervenant par la suite. Madame, suivez la réaction de vos intervenants qui sont sur le plateau. Monsieur Azali, vous commencez. Oui. Votre réaction sur cette question? Voilà, ma réaction est claire. Je suis navré, mais il faut savoir, quand madame dit que il faut savoir les responsabilités, je suis d'accord que le RDR, comme je le dis, est au centre de toute la crise en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le RDR a subi d'énormes pressions depuis sa création jusqu'à maintenant. Le président Ouattara a été vraiment, je veux dire, persécuté en Côte d'Ivoire. Persécuté par qui? Par tous les dirigeants qui étaient au pouvoir, M. Henri Konan Bédié. Sans raison valable? Non, je veux dire que la raison, jusqu'à preuve de contraire, légalement n'était pas justifiée. Aujourd'hui, quelle a été cette raison pour vous? La raison est que M. Ouattara n'est pas ivoirien. Et c'est pas justifié par les Ivoiriens? C'est pas justifié parce que nous sommes dans un pays de droit. On ne nous a jamais prouvé juridiquement que Ouattara n'était pas ivoirien. On ne nous a jamais montré d'une manière juridique que les pièces de Ouattara n'étaient pas conformes à être ivoiriens. Mais la loi ivoirienne ne l'avait pas reconnu en son temps. Justement, la loi ivoirienne n'avait pas reconnu. D'où l'ivoirité. Mais justement, avec quoi? Avec quelle tendance? C'est-à-dire que la loi ivoirienne avait rejeté la candidature d'Alassane Ouattara sans preuve juridique. C'est Bédié qui s'allie à lui aujourd'hui. Mais justement, mais autant aussi, j'arrive, autant Laurent Gbagbo aussi s'était allié à Alassane Ouattara contre Bédié. Ils ont créé le Front républicain. Le Front républicain, je sais que Laurent Gbagbo, dans le temps, avait lancé le boycott actif. Parce que si Ouattara n'allait pas au candidat, à la candidature, ne se présentait pas avec les 3 candidats ensemble, c'est-à-dire Henri Konan Bédié, Ouattara et Gbagbo ensemble, ils boycotteraient les élections. Donc ils avaient créé le Front républicain. Aujourd'hui, c'est la même chose que Bédié fait en s'alliant à Ouattara. Donc en résumé, vous dites quoi, madame?
Non, je dis que le problème, ce n'est pas un problème d'Ivoire, de peuple, de ceci. Le peuple qui supporte Ouattara est aussi un peuple de Côte d'Ivoire. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête ce genre de pouvoir faire des classifications parmi la population et que le peuple ivoirien se reconnaisse peuple ivoirien, mais juridiquement, non par des légendes, non par des rumeurs, mais si quelqu'un n'est pas ivoirien, je suis dans un pays en Angleterre, si je ne suis pas anglais, c'est par mes documents que je reconnais. On ne me titrera pas de ne pas être anglais. Le contexte est en tout cas africain. Voilà, par ma couleur ou par quoi. Mais justement, Ouattara est ivoirien. Et aujourd'hui, il est président. Si au début, la Côte d'Ivoire a eu le discernement d'accepter la candidature de Ouattara. C'est qu'il était ivoirien. Il était ivoirien, on ne serait pas arrivé là. La question n'est plus d'actualité. Voilà. Alors, vous êtes le président de votre parti. Oui. Réalisez rapidement parce que vous allez nous quitter. Non, en fait, ce que le CEDI dit que Ouattara est un Ivoirien. Et le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a déclenché ce qu'aujourd'hui, qui a causé des crises successives, c'est le problème de l'ivoirité. Mais moi, ce que je propose, c'est que le président fasse l'effort, le président Ouattara fasse l'effort pour faire l'amnistie, afin que les Ivoiriens puissent se pardonner. Le problème aujourd'hui est devenu un problème un peu grave, parce que les gens soulèvent des problèmes un peu ethniques, des problèmes un peu d'ethnicité. Donc il faut comprendre aujourd'hui que le problème aujourd'hui n'est pas un problème de Ouattara, n'est pas un problème de Gbagbo, n'est pas un problème de Bédié, mais aujourd'hui, le président actuel a la charge de faire l'amnistie pour que les gens puissent alors se pardonner. Et je dis que j'ai compris les propos de madame, ouais, mais il faut aussi que madame comprenne que M. Ouattara, dans son parcours politique, a aussi connu des difficultés. Et ce sont ces difficultés qui ont engendré ce genre de problèmes. Donc il faut arriver. Les récompenser parce que en même temps. Non. Il faut dire réellement que il faut ramener la paix. Galant à son égard. Oui. Il faut ramener la paix. En même temps, et il faut ramener la paix. Il faut permettre à ce que les gens vivent ensemble. Et il faut louer. Et il faut louer la grandeur d'esprit du président Ouattara qui appelait à la réconciliation. En même temps. Et je pense que si en provenant de cette réconciliation, il faut faire confiance aux Ivoiriens, mais en même temps de son côté, ou du côté du président Ouattara, qui donne un peu de signaux très forts afin qu'on arrive à la vraie réconciliation. Des signaux très forts en l'occurrence? En l'occurrence, demander à ce que l'ancien président de la République, M. Gbagbo, soit libéré. Merci. Voilà. Soit libéré. Votre point de vue, parce que madame va nous quitter, on va prendre un autre intervenant. Voilà, mon point de vue est que Ouattara, le président Ouattara a dit devant tout le monde qui n'était pas impliqué dans la rébellion. Voilà, celui qui le dit. Mais on n'a pas de preuve jusqu'à présent. Voilà, mais n'empêche qu'il a été leader de son parti. De RDR. Mais non, les forces nouvelles sont des forces parallèles. Oui, mais qui sont venus après et qui se sont alliés à Alassane. Voilà. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara traîne le problème des forces nouvelles. On associe directement tous les crimes et toutes les atrocités commises par les forces nouvelles à M. Ouattara. Donc, amnistier non, on peut pas. On ne peut pas. Une solution, pour l'instant, locale pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas directement aller, parce qu'il y a des gens qui sont morts. Donc, on ne peut pas amnistier tout le monde pour vous. On ne peut pas. Merci. Alors, maintenant, les chefs religieux se sont mêlés dans l'affaire. N'empêche que la spiritualité aussi joue son rôle dans les affaires de la société. Alors, nous allons regarder justement cet élément. Messieurs, vous allez nous quitter. Et nous allons vous reprendre prochainement dans une autre émission. N'est-ce pas, où nous allons parler un peu plus en profondeur de votre parti politique. Merci. Tout à vous remercier en tout cas de votre disponibilité ce soir. Alors, regardons donc cet élément des chefs religieux qui s'impliquent justement dans la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. La Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a abrité ce mercredi 28 septembre 2011 la cérémonie officielle d'installation de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation en présence du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et de certains membres du gouvernement. Cette commission, composée de 11 membres avec à sa tête M. Charles Konambani, aura pour mission de faire la lumière sur les différentes exactions commises, notamment les violations des droits humains, afin de restaurer le dialogue et la réconciliation. Ni vengeance, ni impunité, mais repentance, réparation, restauration, pardon et paix pour la reconstruction.
Après la remise du parchemin marquant l'installation officielle de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, le président ivoirien Alassane Ouattara, dans son discours, a exhorté tous les Ivoiriens au dialogue, au pardon et à la réconciliation. Notre plus grand chantier demeure celui de la reconstitution de la nation ivoirienne. Merci de nous retrouver à la troisième partie de cette émission, en tout cas avec mes invités. Il y en a un troisième qui vient de s'ajouter, un quatrième plutôt, qui vient de s'ajouter à cette émission. Il s'agit donc de messieurs Jean Bedel Titi, il est spécialiste en études et exécution des projets en Afrique. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez suivi cette émission dans les coulisses. Oui. Nous sommes en train de parler justement de la réconciliation en Côte d'Ivoire, en passant par les conflits que la Côte d'Ivoire a traversés depuis 2000, à l'époque de la prise de pouvoir de Laurent Gbagbo, et en passant aujourd'hui par la présidentielle de M. Alassane Dramane Ouattara. Alors, quelle est la lecture que vous faites, messieurs, au regard de la situation que la Côte d'Ivoire a traversée depuis 15 ans aujourd'hui? Oui, je vous remercie. Je veux tout de suite, enfin, il faut dire que c'est alarmant. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'on est en Europe, que je suis en Europe, et puis bon, la situation en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, c'est l'une des crises que vraiment, aujourd'hui nous regrettons ça, et nous regrettons cette crise-là, parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis 15 ans, nous n'avons pas appris cela. Notre jeunesse, quand vous regardez l'historique de la Côte d'Ivoire au temps d'Oufoué et jusqu'à maintenant, après le décès d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de paix. L'Ivoirien ne se retrouve plus, nous avons tous perdu les pédales. La politique, c'est devenu une histoire de club, de fanatisme et de division, de problèmes ethniques. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une crise. Quand bien même qu'il y a eu, enfin, aujourd'hui, on dit Alassane est au pouvoir, le président Alassane est au pouvoir, mais il n'arrive pas encore à sceller, à guérir ces plaies-là. Parce qu'on parle de réconciliation qui n'ont pas, donc on ignore même comment il va faire la réconciliation. Oui, mais en appelant justement toutes les sensibilités ivoiriennes à venir autour d'une table et à baliser le terrain, à se dire non, écoute, nous avons tous commis de fautes, nous devons aller ensemble. Bien sûr, mais est-ce que vous pensez que cela se passe reconstruire le pays qui a été détruit effectivement, par les différentes guerres? Je suis bien d'accord avec cela, mais si cela se passe sur cette base-là, il n'y aura pas de réconciliation vraie tant qu'il n'y a pas de guérison, de plaies dans toutes ces... Parce que toutes les couches ivoiriennes, toutes les couches sociales, depuis dans les profonds villages, tout ça, il y a eu des plaies là-bas, il y a eu des morts, et tout ça, aujourd'hui, c'est quoi? C'est pratiquement, les gens sont affaiblis et sont apeurés. Et pour revenir là-dessus, pour insister, cette réconciliation ne peut vraiment prendre forme que si vraiment le président Alassane et son équipe reconnaissent qu'il faut qu'il fasse intervenir tous les acteurs. Et les acteurs, je parle des partis politiques, je parle du FPI, qui est à lui seul, au FPI seul. Ils ont près de la moitié, près de la majorité en Côte d'Ivoire. Le RHDP, bon, le RDR, comme on le dit, Alassane, bon, aujourd'hui, on dit c'est RDR. Bon, moi, je ne veux pas savoir si c'est RDR ou RHDP. Alassane a toujours rejeté tout ce qu'il trouvait qu'il n'était pas d'accord avec eux. Mais aujourd'hui, le FRC, ou je ne sais pas comment on les appelle, comment on va les appeler, mais aujourd'hui, celui-là même qui est à la tête de cela. On ne parle pas, on ne peut pas le dissocier du Premier ministre Soro, ni de tous ces chefs de guerre. Aujourd'hui, là, tout cela se rapporte à lui. Mais là, le problème, si aujourd'hui il veut vraiment avoir une paix, et une vraie paix, que moi j'appelle la paix durable, et une réconciliation vraie, il faut qu'il joue avec les partis opposants, c'est-à-dire que le FPI, qui l'a mis tout en prison, tu ne peux pas te réconcilier avec quelqu'un qui n'est pas là. Oui, mais avec le peuple. Avec il y a des victimes. Mais ce n'est pas le peuple qui est en guerre, ce sont les partis politiques qui sont en guerre. Comment ça va? Mais des camps se sont formés. Oui, mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons l'armée qui est réconciliée quand même. Il a lancé, le chef d'état-major général du camp de l'époque de Gbagbo a fait la passation des pouvoirs de manière officielle. Mais oui, et donc, on parle parce qu'on n'est pas en train de réconcilier une administration ici. On n'est pas en train de réconcilier toute l'administration. On n'est pas en train de réconcilier une administration. On est en train de réconcilier deux forces. Des entités. Des entités.
Merci. On est en train de réconcilier des entités. Parce que quand on parle... qui suit les entités? Ce sont des fanatiques. Tous, aujourd'hui, on ne va pas... Oui, mais pour calmer ces fanatiques, quel est le remède à apporter, justement? Quel est le remède? Alors que les chefs de tête des fanatiques... C'est-à-dire qu'il faut pardonner les criminels, ceux qui ont voilà, dirigé. il faut réconcilier les chefs de tête des fanatiques. Réconcilier Alassane et Ouattara et Gbagbo. Si Alassane, publiquement, s'il dit qu'il est vraiment de la paix, oublions ses relations internationales avec qui que ce soit, oublions, Alassane n'a qu'à se faire des parties de tout cela. C'est un monsieur qui a tout ce qu'il faut pour être un bon président. Mais s'il veut vraiment continuer en tant que bon président, qu'il suive ce conseil-là, qu'il aille directement dire, bon, appeler Gbagbo, et puis, publiquement, le linge ça se lave en famille. C'est pas le linge ça ne va pas se laver au Sénégal, ni au Burkina Faso, ni en France, ni aux États-Unis. Non, le linge ça se lave à Abidjan. Ou à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, où tous les partis politiques, Afin Guessan, tous les chefs de président, Bédier, de partis, se retrouvent sur la place et il est trop discuté. Est-ce qu'on n'est pas en train de prôner l'impunité quelque part là? L'impunité, c'est quoi? C'est un mot qui existe. Excusez-moi du terme. L'impunité, c'est un mot qui a été créé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu des crimes. Nous voulons parler, on parle d'étymologie, impunité. Si on veut parler d'impunité, ça veut dire qu'Alassane lui-même, Soro, et toute la clique, tout le monde sera puni en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, si on veut parler d'impunité, on fait aujourd'hui une réconciliation des vainqueurs. On fait le jugement des vainqueurs. Or, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce que nous, on veut. Nous, le peuple, on est fatigué. On est totalement fatigué. Vous êtes fatigué de qui? De Ouattara? Non, on est fatigué de la guerre. Et s'il fait une réconciliation de cette sorte, alors, je ne prophétise pas, mais ça va recommencer. Où est la place de l'état de droit, finalement? L'état de droit, oui. L'état de droit, c'est dans l'union. Quand l'union sera faite là, alors il y aura un état de droit. Parce que si il n'y a pas de droit, s'il n'y a pas d'union, d'où vient cette union-là? C'est ce qu'il est en train de faire, frère, là. En quoi faisant? En demandant justement la réconciliation, à créer une plateforme de réconciliation avec le peuple. Je suis bien d'accord. C'est-à-dire que l'expression de plateforme dont on parle, c'est bien vrai. Il faut réconcilier un peuple sur une plateforme, mais il faut aussi considérer les éléments qui rentrent en force. Si je peux intervenir. Oui, mais ça, vous êtes proche de RHDP. Voilà, si je veux intervenir. Réagissez rapidement parce qu'on va prendre notre ami qui est au téléphone. Si je veux intervenir, il y a eu cette table ronde à Yamoussoukro entre le président Laurent Gbagbo, le président Ouattara, le général Guy Robert, paix à son âme à ce moment, et le président Rikona Bédié. Pour une réconciliation des partis dont ils parlent. Ils se sont réconciliés. Ils ont enterré la hache des guerres. Qu'est-ce que nous avons vu comme résultat de tout ça? Aujourd'hui, il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup de morts, et le président Gbagbo a été arrêté. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la sincérité. La sincérité de ce qu'on pose comme base de réconciliation. Je vous ai dit tout à l'heure que tous nos leaders politiques ne jouent pas franc jeu. Il y a un consensus. En politique, c'est le consensus. J'étudie quand même la politique. La politique, c'est le consensus. On ne peut pas aller en politique avec l'animosité. La politique, c'est l'intérêt du peuple. Il faut faire un peu de réalisme. On ne peut pas aller en politique pour détruire ce qu'on a, le bien commun. Alors, si tous nos leaders politiques vont en politique dans le but de pouvoir parvenir, coûte que coûte, au pouvoir, même en massacrant le peuple qui va te voter, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on fasse des consensus. Il faut qu'aujourd'hui... Vous auriez été à la place de Ouattara. Oui. Vous auriez fait quoi? Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, que oui. Ouattara lui-même a été persécuté beaucoup persécuté. Aujourd'hui, vous auriez été à sa place. Oui. Vous auriez fait quoi? Aujourd'hui, concrètement, si j'étais à la place du président Ouattara, j'allais... Pour quelqu'un qui a été bousculé... voilà, j'allais opter pour un modèle. Il y a eu un modèle en Côte d'Ivoire, le modèle du président Houphouët-Boigny. Il y avait des débats. Il y avait des conférences nationales. Conservation de pouvoir en même temps. Non, conférence nationale. Il faut partir jusqu'à la racine. Conservation de pouvoir. Hein. Non, pas conservation. Je parle de la réconciliation des Ivoiriens. C'est une stratégie aussi qui ramène le peuple à son Non. Il faut partir jusqu'aux racines. Il faut aller dans les communautés villageoises. Il faut aller dans des pays, les sous-préfectures, les villes, pour entendre. Parce qu'il ne faut pas rester superficiellement en Côte d'Ivoire. Ouattara doit aller demander encore au chef du village nous avons, quelle est la mesure à prendre justement pour pacifier le pays. Non, monsieur. Il y a l'état de droit, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans chaque région, il y a des leaders. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, des leaders charismatiques dans chaque région. Que les populations écoutent.
qu'on les amène en mission. Vous aurez pardonné Babo tout de suite? Si j'étais président de la République... Oui, mais si vous étiez à la place de Ouattara. Oui, mais moi, je n'allais pas condamner les leaders politiques. Oh, vous aurez pardonné Babo? J'allais pardonner Babo, mais la justice... Moi, je suis pour la légalité. Vous aurez pratiqué la justice? La justice allait faire son coup. Je n'allais même pas faire des pressions. La justice en question est en train de condamner Babo. Oui, mais si elle condamne Babo, j'ai des points de manœuvre où je suis président de la République après avoir fini la justice. Parce qu'il faut qu'il y ait justice en Côte d'Ivoire. On ne peut pas passer inaperçu, laisser tomber tout ce qui s'est passé. Il y a eu des gens qui ont perdu toute une famille. Il y a des gens qui ont perdu des villages entiers. On a tué des gens. Des parts en part. Non, je n'accuse personne. Mais je veux dire que la justice saura déterminer les responsabilités des uns et des autres. Mais en tant que président, qu'est-ce que j'allais faire? Ayant cerné tous les problèmes juridiques, les responsabilités, je pouvais prendre sur moi la responsabilité. Vous n'êtes pas encore président, c'est facile à dire les choses. Hein. Mais justement, voilà, c'est pour cela que... Oui, et rapidement, parce qu'on va prendre un intervenant au téléphone. Non, c'est pour dire que la justice, effectivement, aura son cours tant que il n'y a pas de réconciliation vraie. D'accord. Alors, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait réconciliation entre les peuples et les grands partis. Merci. Merci en tout cas pour votre petite intervention. Et donc, nous continuons ce débat avec M. Jean Bédel Titi et de M. Philippe Azani. Alors, maintenant, nous allons voir sur l'aspect pénal, l'aspect juridique de l'affaire. Au niveau de ces différentes arrestations, il y a Blé Goudé aussi qui est caché, hein, qui est quelque part en Côte d'Ivoire. Il y a aussi tous les lieutenants de Laurent Gbagbo, certains qui ont même été assassinés, certains qui ont disparu, on ne connaît pas là où ils sont partis. Et vous allez nous dire que tout ça, on doit tourner la main, des revers de la main comme ça, et oublier, messieurs. Oui. C'est vous qui parlez de la justice, c'est vous qui parlez de la réconciliation, mais en se basant sur justement le rappel à la justice. Est-ce que tous ces lieutenants de Laurent Gbagbo qui ont disparu, dont on ne connaît pas leur sort, on doit les oublier? On ne peut pas les oublier, c'est des Ivoiriens. Parce que Ouattara a été persécuté pendant des années. Non, c'est des Ivoiriens. Et qu'aujourd'hui, ils sont l'homme fort. Ils sont sortis de la Côte d'Ivoire, c'est des réfugiés politiques. Et comme nous parlons de réconciliation, nous ne sommes pas là pour juger maintenant, nous parlons de réconciliation. Donc, dans le cadre de la réconciliation, nous pouvons faire des signaux forts. Le président Ouattara l'a dit. Qu'est-ce que vous diriez de tous ces lieutenants de Gbagbo qui ont disparu? C'est ma question. Oui, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils rentrent au pays. Ceux qui ont disparu, dont on ne connaît pas leur sort. Oui, mais justement, c'est pour cela que j'ai dit, il faut mettre sur pied un comité pour établir un bilan. Dans ce bilan, on peut savoir ceux qui sont morts. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles entières qui ont disparu. Enfin, qui ont été assassinés. Hein, voilà, non, disparu, on ne sait pas. Il y a des gens qui sont encore dans les forêts, traumatisés. Il y a des gens qui sont dans d'autres pays. Nous n'avons pas encore la liste complète. Mais ce qui est dangereux, il faut établir un bilan. On ne peut pas traverser une crise comme cette crise-là et puis rester là à parler de réconciliation et sans établir un bilan. Je veux que les autorités actuelles mettre un comité sur pied pour évaluer, un comité d'évaluation, que ce soit d'évaluation économique, crime et tout ça. Il faut qu'on évalue qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a perdu. Qu'est-ce qu'on doit dire au peuple de Côte d'Ivoire avant de parler de... Est-ce que ça se voit à l'œil nu, ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Oui, nous savons. On n'a pas besoin de ce comité. Non, il faut un comité. Il faut un comité. Il faut établir un bilan. Il faut établir un bilan. Et ceux qui sont sortis de la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils rentrent. S'ils rentrent, s'ils ont commis des crimes, ils vont faire face à répondre à la justice. Mais ceux qui n'ont rien fait, qu'on les laisse. Je prends par exemple le président, j'arrive, le président d'un parti, le premier ministre Afin N'Guessan, il est président du FPI. Oui. Je pense que le président Alassane peut faire un acte fort en libérant ce monsieur, en libérant le fils de Laurent Gbagbo, en libérant... et qui n'ont rien fait de mal? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas, je suis pas le procureur. La libération, non, je ne suis pas le procureur, mais je veux qu'ils sortent des casernes militaires. Qu'ils sortent des casernes militaires. S'il faut qu'on les mette à la MACA, à la maison d'arrêt, ou bien à la maison, pour les militaires, à la maison d'arrêt militaire, ou bien à la prison civile, la prison civile en Côte d'Ivoire, on sait où ils sont. S'ils sont responsables, le procureur de la République de Côte d'Ivoire,
ou bien le ministère de la Justice, par les enquêtes, on découvre qu'ils ont commis des crimes, mais que la justice fasse son jeu. Mais maintenant, nous ne sommes plus sous les effets de la guerre. Qu'on les libère des casernes militaires et qu'ils viennent dans les prisons légales. Et qu'ils ne restent pas dans les casernes militaires, c'est pas en conformité avec un état de droit. 30 secondes. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de Blé Goudé? Qu'est-ce que vous recommanderiez à Ouattara par rapport à ce cas de Blé Goudé? Blé Goudé, l'ONU a lancé un mandat, je crois, que Blé Goudé a incité le peuple qui le suivait aux dérives, à la dérive plutôt, si je veux m'exprimer ainsi. Mais en même temps, certains suiveurs du président Ouattara ont incité aussi leurs troupes. Les troupes. Voilà, et après ces incitations, il y a eu des meurtres, comme la prise de la télévision et tout ça. Mais je veux dire que le Blé Goudé, qu'il rentre en Côte d'Ivoire et qu'on assure sa sécurité. Maintenant, si par les enquêtes, on retrouve que Blé Goudé, on peut le poursuivre, qu'on engage des poursuites. Mais vous défendez le cas de la, justice, la loi. Voilà, je défends. Vous avez parlé de la réconciliation à l'africaine. Les messales se lavent en famille. Oui. Le cas de Blé Goudé, on devrait tourner la page. Le camp de Babo, tourner la page. Et le camp de Ouattara aussi, avec les milices qu'ils ont entretenues. On doit, tout ça, laver les mains. Tourner la page, c'est-à-dire quand je dis laver la main, laver le linge sale en famille, c'est-à-dire tout ce qui a été commis en Côte d'Ivoire, même si ça doit être jugé, il faudrait qu'on revienne sur cela au deuxième plan. Le plus important aujourd'hui, c'est reconstruire la nation ivoirienne. C'est ce qui est important pour tout le peuple ivoirien. Pour qu'aujourd'hui, on parle des réfugiés dans les pays avoisinants, les pays frontaliers, mais il faudrait que pour que cela revienne, il faut garantir la sécurité. Oui, effectivement. Tous ceux qui sont au Ghana, tous ces cadres, que ce soit militaires ou administratifs qui sont au Ghana, pour qu'ils rentrent bien dans les autres pays. D'accord. Tout ça, vous avez déjà dit, mais j'aimerais poser une dernière question parce que nous sommes vers la fin de l'émission. Oui. Qu'est-ce que vous pensez justement de la réforme de l'armée aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ok. Oui. Au niveau... Je commence par vous, parce que, en 30 secondes, oui, la réforme de l'armée. Moi, je pense que... Il y a eu une passation de pouvoir entre l'armée Babo, aujourd'hui l'armée... Oui, je ne suis pas un spécialiste militaire. Mais vous êtes un citoyen ivoirien. Je suis un citoyen ivoirien, mais je pense que il y a beaucoup à faire. L'armée qui se réconcilie. L'armée qui se réconcilie, il y a beaucoup à faire. Voilà. S'ils sont en train de se réconcilier, mais ils ne sont pas encore arrivés à cela, parce que l'armée, jusqu'à aujourd'hui, l'armée n'est pas encore claire. Donc il y a beaucoup à faire là-dessus. Mais c'est tout ce que je peux dire. D'une manière technique, il faudrait dans un premier temps que les militaires respectent la hiérarchie. Il faut mettre la discipline. Il faut recommander aux militaires de suivre le règlement militaire. Le règlement militaire, parce que tout militaire, aujourd'hui, fonctionne selon un règlement qui est préétabli. On n'est pas politique. Les militaires ne sont pas des politiques. Ils ne sont pas politiciens, mais ils doivent respecter un règlement militaire, la discipline. Ils ont intronisé un chef, général, comment on appelle ça, Soumaïla, et tous les autres militaires, les différents chefs de corps, doivent remettre l'armée, doivent remettre la discipline au sein de l'armée. Et ce que je regrette un peu, c'est que le niveau, ceux qu'on a nommés, qui étaient dans la rébellion, qu'on a nommés à des chefs, à des postes de responsabilité, qu'on aille leur donner une formation adéquate qui va équivaloir au niveau qu'ils occupent. Vous comprenez que si quelqu'un n'a pas fait l'école de guerre, ou bien capitaine, et qui est chef de bataillon, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, or, au sein de l'armée, existent des talents. Et ces talents-là, on ne doit pas tenir compte de leur appartenance, parce qu'ils ne sont pas des politiques. Donc, il faut les prendre, les mettre à leur place. Et que l'armée retrouve. Et je voudrais, par exemple, que quand on parle de forces républicaines, il faut qu'on enseigne à tous ceux qui n'ont pas le niveau de se connaître, de savoir qu'est-ce que c'est qu'être républicain, qu'on leur dise, voici ce que c'est qu'être républicain. Leur apprendre le civisme. Et qu'ils soient des militaires à la hauteur, qui sont entraînés, bien entraînés, la discipline surtout,
et ça, le respect des hiérarchies. En d'autres termes, ça c'est le conseil que vous donneriez justement au Premier ministre à son chef. Justement, ce qui n'a pas marché au début, c'est pour ça qu'il y a eu une rébellion. Non, c'est le conseil que vous donnez aujourd'hui au président de la République. Oui, et au Premier ministre. Oui. Alors maintenant, pour conclure cette émission, j'aimerais vous demander en tout cas chacun 30 secondes pour donner un conseil directement au nouveau chef de la Côte d'Ivoire. Oui. Dernière minute. Le président, au niveau président... Votre dernier mot, en tout cas, c'est que vous aurez souhaité que Ouattara fasse aujourd'hui. En 30 secondes. En 30 secondes, je voudrais que le président Ouattara, qui est économiste, puisse se battre pour pouvoir avoir des capitaux étrangers, rassurer le peuple ivoirien, aller à la réconciliation véritable, sécuriser la Côte d'Ivoire pour inciter des bailleurs, pour inciter des investisseurs. Et parce qu'on peut aller à la réconciliation, mais si l'économie, si vraiment la Côte d'Ivoire ne rebondit pas, sur le plan économique, ça sera toujours difficile. Donc je préfère que le président, tout en réconciliant la Côte d'Ivoire, puisse permettre que l'investissement, l'économie reprenne pour que la Côte d'Ivoire puisse trouver son allure d'attente. Merci. 30 secondes rapidement. Oui, moi, je pense qu'effectivement, pour que la Côte d'Ivoire reprenne comme elle était avant, il faudrait que le président se reconnaisse dans toutes ses tâches. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus le Premier ministre d'antan qu'on a connu à Alassane Ouattara. On voit aujourd'hui le président qui est un peu un président touriste qui ne reconnaît pas les forces. Alors il faudrait qu'il tienne compte de toutes les forces qu'il a en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les forces intellectuelles, les forces politiques et tout cela pour qu'il les regroupe dans une même assiette pour discuter avec eux sur une table commune et pour qu'il fasse revenir tous ces présidents de partis et qu'il fasse un colloque avec eux, discuter franchement avec eux parce que lui-même il est chef de parti. Alors donc il faut qu'il fasse appel et il libère tous les chefs de parti et puis qu'il discute carte sur table et qu'il fasse marcher son plan. Son plan de développement qu'il avait prévu pour qu'il y ait un développement vrai et une paix durable en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Jean Bedel Titi et monsieur Philippe Azani, ainsi que d'autres qui ont précédé, en tout cas, dans cette émission qui a été très riche en informations. Merci en tout cas de votre participation, de votre fidélité au programme de Vox Africa. Et vous serez toujours invité justement sur ce plateau à débattre des questions relatives à tous les sujets qui touchent le continent africain. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent à cet instant et restez toujours fidèles à nos programmes. À très bientôt sur Vox Africa. Merci.